Ensuite, j'ai transformé le Globe et Cécile. Je lui ai intégré un restaurant qui s'appelle le Comptoir Cécile, avec une vraie identité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un des rares établissements qui a un resto qui fonctionne et qui a une identité et une visibilité. C'est un aubergiste lyonnais que je reçois aujourd'hui. Il a grandi dans les hôtels et continue d'y développer sa vie. Je suis ravi de plonger dans son aventure. Bonjour Loïc Renard. Salut Maxime. Ravi de pouvoir avoir cet échange. Avant de commencer, il faut absolument qu'on remercie cette chère Pauline Grumel que j'avais eue d'Unisop qui t'avait recommandé comme invité. C'est donc grâce à elle que nous sommes en train d'échanger tous les deux. Donc un petit coucou à Pauline. Salut Pauline. Écoute, ça tombe bien parce que moi je voulais parler avec toi depuis longtemps. En fait, je suivais un petit peu ton aventure professionnelle et lyonnaise particulièrement. J'aimerais bien que, avant de commencer, enfin avant de plonger, tu nous racontes un petit peu de ton parcours et aussi ce que tu fais aujourd'hui. Ça permettra à tous nos auditeurs de savoir finalement qui tu es. Ouais, écoute, avec plaisir. Bah, mon parcours, il est relativement simple et singulier en même temps. Moi, je suis un Lyonnais pur souche qui est né. Je suis né réellement. Enfin, j'ai grandi dans un des établissements, le Globe et Cécile, place Bellecour, Oui. enfin, à côté de la place Bellecour, qui avait été racheté par mon grand-père en 1966, piloté par ma mère immédiatement à ses côtés, qu'elle avait repris en charge en 89 au moment de son décès. Et puis voilà, j'ai grandi dans un environnement plutôt favorisé. Et puis j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique. Je suis ce qu'on appelle un gentil cancre. J'ai loupé mon brevet des collèges. Aujourd'hui, j'en fais une force et une fierté. À l'époque, c'était pas forcément des éléments très 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 faciles. Mm. Et puis voilà, tant bien que mal, j'ai réussi à finir mes études. Alors, si je dis que je suis ingénieur, on va me dire que j'étais tout sauf un cancre, sauf que j'ai été ingénieur parce que j'ai trouvé une pédagogie un peu particulière et une Mm. école un peu particulière qui m'a permis de devenir diplômé major de promo de mon école d'ingé. Voilà, et pour moi, c'est un élément important parce que j'en ai écrit un bouquin aujourd'hui où j'ai pas changé, le système a changé et en étant beaucoup plus aligné, eh bien, j'ai réussi. Là-dessus, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde des espaces verts, parce que je suis ingénieur agro. J'ai travaillé dans une boîte très lyonnaise qui s'appelait Tarvel, fondée par un mec qui s'appelait Monsieur Levrat, puis repris par son gendre Emmanuel Moni, qui m'a donné une vraie chance d'avancer. J'ai travaillé 8 ou 9 ans chez eux. Et j'ai beaucoup apprécié. Et puis, fin 2009, j'ai eu un peu une déconvenue professionnelle et en même temps, je me suis dit que je pouvais pas laisser partir cette affaire familiale. J'ai un cousin avocat qui m'a dit que ça serait quand même vraiment dommage que personne ne reprenne cette entreprise qui était gérée uniquement par ma mère. Et donc, je lui ai proposé un projet de reprise qu'elle a accepté. 2012, j'ai racheté tout l'établissement familial. Ça faisait 2 ans que j'étais dans l'entreprise et j'ai finalisé ce dossier. 2013 à peu près, parallèlement à ça, je suis rentré dans un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, qui m'a permis de prendre de la hauteur sur mon métier. Donc moi, je suis pas hôtelier, je suis plutôt entrepreneur. D'accord. Et mon parcours de vie fait que j'entreprends dans le monde de l'hôtellerie parce que je suis né là-dedans. Mais ce qui m'anime, moi, je suis ce que je dis à mes équipes, je suis le plus mauvais pour être derrière une réception, mais par contre, je suis pas trop mauvais pour piloter des femmes et des hommes et construire une aventure collective. Mm. Et voilà, donc en 2012, j'ai fait ça. 2015, les attentats ont lieu en France. Lors du congrès de l'UMIH, donc l'UMI, l'un de nos syndicats professionnels, j'ai la chance de rencontrer un sociologue qui me fait prendre conscience que ce qui a été touché dans ces événements, eh bien, c'est avant tout notre mode de vie, c'est le fait que ces gens-là ne supportent pas qu'on soit tranquillement à une terrasse de café, et encore moins si on est une femme. Et il me fait prendre conscience que notre métier, c'est l'économie de la vie, qu'on est le métier de la relation et que c'est ça en fait notre vrai métier. Et là, moi, je prends conscience que nos lieux doivent être des places de vie locales
des lieux de relation, des lieux de rencontre, et que ça doit pas être un vain mot et un élément marketing. Il faut réellement le marketer, enfin le marketer, le penser, le vivre, justement pas le marketer. Et donc là-dessus, j'ai construit mon projet qui est de construire collectivement une collection de places de vie locales à l'identité affirmée en assumant que l'enchantement de mes collaborateurs soit tout aussi important, voire plus important que celui de mes hôtes. Chaque point est important, c'est pas très marketé comme phrase, mais c'est mon projet qui m'anime. Mmh. Je l'ai travaillé par la suite sur le plan de la communication. Voilà, donc 2017, je lance cette croissance qui m'anime. Si je suis très honnête, je pourrais raconter des belles histoires en disant qu'une entreprise qui se développe pas, une entreprise qui meurt. Moi, je pense surtout que mon ego et ma volonté de faire quelque chose de cet héritage familial fait que j'ai voulu transformer tout ça. Je me suis fait accompagner par des investisseurs financiers parce que, bien évidemment, nos métiers demandent une surface financière qui est assez importante. Oui. Et puis j'ai développé ce projet des aubergistes lyonnais qui s'appelait pas comme ça à l'époque. On a racheté un premier établissement qui s'appelle l'Hôtel du Simplon. Je l'ai transformé, je lui ai introduit une notion de place de vie locale en faisant une véritable association avec une économie sociale et solidaire qui s'appelle les petites cantines. Donc ça, c'est un vrai truc innovant à l'époque, juin 2017, parce que faire rentrer du social dans une entreprise, c'est pas forcément très bien vu dans nos métiers en tout cas. Ouais. Ensuite, j'ai transformé le Globe et Cécile. Je lui ai intégré un restaurant qui s'appelle le Comptoir Cécile, avec une vraie identité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un des rares établissements qui a un resto qui fonctionne et qui a une identité et une visibilité. Et puis après est arrivé le Covid, d'une violence inouïe pour nos métiers. Et ça, j'ai pas besoin je pense, de convaincre qui que ce soit. Et puis, dans cette phase-là, en fait, j'ai fait une folie, c'est que j'ai acheté un troisième établissement hôtelier. Il s'avère que je devais le racheter en mars 2020, pardon. Donc 10 jours Début après le Covid. confinement. On a mis un peu les choses en stand-by, le temps de se protéger. Et puis mes investisseurs n'étaient pas forcément très chauds. Moi, je savais que sur le plan entrepreneurial, je ne verrais pas deux fois cette possibilité d'avoir un si bel établissement, en tout cas en devenir. Et donc j'ai insisté. On a fait un montage financier. Je l'ai racheté en septembre 2020. On l'a exploité pendant un an, on l'a transformé, et aujourd'hui, on a donc 3 établissements hôteliers, 2 restaurants, parce que dans le Phoenix, on a ouvert aussi un deuxième restaurant. Et aujourd'hui, on est passé d'une collection avec des hôtels 2, 3 et 4 étoiles, et aujourd'hui, on a gagné 2 étoiles, donc on a 3, 4 et 4, voilà, en cœur de Lyon. Voilà dans les grandes lignes. Ce sont des belles grandes lignes, hein, cela dit. Alors, il y a plein de questions là-dedans. Déjà, pour bien comprendre, donc aujourd'hui, 3 établissements, il y en a qu'un seul qui est ton héritage familial finalement, et les autres sont le fruit de ton aventure entrepreneuriale. Oui. Et la suite, c'est, donc on entend que tu as récupéré ça de ta mère. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues de travailler en famille? Et si oui, comment se construit un petit peu le partenariat familial et professionnel? Non, c'est une entreprise d'origine familiale, mais aujourd'hui, je suis seul membre de la famille dans l'entreprise. On a fait ce qu'on appelle un pacte du trail, donc qui est un élément qui facilite les transmissions d'entreprises familiales en France. Ouais. Voilà, donc ça, c'est avait lieu en 2012. Aujourd'hui, j'ai absolument plus de membres de ma famille dans l'opérationnel. J'ai quelques actions qui appartiennent encore à mon père et à ma mère au sein de la gouvernance, mais d'une manière excessivement minoritaire. Mes frères et sœurs ne sont plus non plus dans l'affaire. Et même depuis fin juillet de cette année, je n'ai même plus aucune dette familiale parce que j'ai tout remboursé suivant des modalités qu'on avait définies il y a quelques années. Donc aujourd'hui, j'ai plus le poids financier, on va dire, familial. Il n'empêche que comme toute entreprise familiale, il y a un poids de la conscience Bien sûr. présent. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Quand on réussit, je caricature un petit peu, hein, mais quand on est réussi, on est un peu l'affreux Jojo qui a entubé tout le monde. Et quand Mmh. on se plante, on est celui qui a foiré l'entreprise familiale. Voilà, il faut savoir se Classique. positionner au milieu de tout ça. C'est assez classique et il faut pas s'en plaindre. Ouais, absolument. Donc avantage, c'est en effet, tu es le seul décisionnaire d'un point de vue familial. On comprend que tu as pris des partenaires financiers. L'audience, sont des hôteliers à tout niveau de poste. On parle beaucoup, nous, d'hôtellerie ici, on parle moins d'immobilier et de finance.
je veux bien comprendre, enfin, sur ce que tu peux partager. Comment est-ce qu'on monte justement pour augmenter cette fameuse surface financière? Comment est-ce qu'on garde la main? Est-ce que justement c'est toi qui décides de tout ou est-ce que tu es obligé de faire valider, par tes actionnaires? Et un petit peu derrière, il y a plein de questions là-dedans, tu verras, quel est le projet de développement du groupe? Alors c'est un vaste sujet, hein, on va dire, comme pour les enfants, petite entreprise, petit problème, grosse Mmh, entreprise, gros problème. Aujourd'hui, moi, mon entreprise, elle est passée de 10 personnes à 80, grosso modo. Elle est passée d'1 million de chiffres à 7 millions. Donc aujourd'hui, on est encore des tout petits et on n'est pas des tout petits. Voilà, donc on est un peu au milieu de tout ça. Moi, j'ai essuyé les plâtres, hein. Une croissance, c'est pas évident. On fait des erreurs, on fait des choses bien. Aujourd'hui, je commence à gérer une boîte qui fonctionne plutôt bien, avec un joli potentiel et qui aujourd'hui est exploité. On a toujours eu avant du Covid ou des emmerdes de ce type-là. Donc là, on est plutôt bien. Pour répondre à ta question, bah, c'est pas compliqué. J'ai ouvert mon capital, j'ai libéré 30% de mon capital à des investisseurs financiers. mmh, Et donc eux, ils ont fait un apport et avec derrière la possibilité de faire une conversion financière pour eux. C'est le monde de la finance. Je suis loin d'être un expert. Moi, je sors d'un combat qui est pas évident avec ce monde-là, hein, fin mmh, juillet. J'aurais pu tout perdre il y a quelque temps parce que ce monde est un monde dur. Voilà, j'ai mmh, pas envie de m'étendre forcément sur le sujet, mais c'est un monde qui est dur. Euh, et donc, il faut être bien armé. Moi, j'ai une capacité à être assez agile. J'ai su me renforcer un peu sous la contrainte, mais j'ai su me renforcer. Et aujourd'hui, donc depuis juillet, j'ai sorti les investisseurs historiques qui étaient restés 7 ans à mes côtés, qui étaient des purs financiers de mmh, l'hôtellerie et voilà. Mon silence s'en dira long sur ce que je mmh. pense. Et par contre, j'ai eu la chance extrême de faire entrer un partenaire de qualité aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle plutôt un family office. Donc, c'est plutôt une entreprise familiale. C'est la compagnie Lebon qui possède notamment dans le monde de l'hôtellerie une chaîne hôtelière, enfin une chaîne, un groupe qui s'appelle Esprit de France. Oui. Donc des hôtels assez proches de notre ADN. Et on a Et reçu donc Jérémy Fombel, voilà. sur cette Donc moi, émission qui est le CEO je de d'Esprit suis de France. voilà, donc moi je connais moins Jérémy, Mmh, on va apprendre à se connaître dans les semaines à venir, mais je travaille plus avec Philippe Aoun qui est le DG et Pascal Paluel-Marmont qui est le oui. président. Et donc moi je suis complètement indépendant, hein, j'intègre pas Esprit de France. Ils sont rentrés en minoritaire avec l'objectif de faire d'avoir une vraie synergie entre nous pour continuer à faire grandir les aubergistes sur les 7 prochaines années parce que Mmh. c'est la vision que l'on a de développer cette marque d'hôtellerie lyonnaise urbaine et de continuer à avancer ensemble par rapport à notre ADN commun. Mmh. C'est extrêmement intéressant, d'avoir un profil comme le tien parce que tu es en effet en grand écart entre d'un côté le financier dont tu viens de nous parler, ce monde un petit peu, enfin difficile et très parfois très loin de l'humain et de l'autre côté, on sent que dans ton management, dans tout ce que tu fais, c'est l'humain avant et tu me dis même les collaborateurs avant les clients. Tu parles de social avec les petites cantines. Je pense que ouais, ton quotidien doit être assez élastique et j'aime bien le terme agile pour être capable de rebondir. Ma question c'est si tu arrives à le définir, d'où est-ce que ça te vient tout ça? À quel moment de ton parcours, qui en plus est un parcours d'ingénieur, à quel moment tu as eu ce déclic de te dire: «En fait, l'humain doit arriver avant, dans mon entreprise»? Je sais pas exactement l'élément. Après, c'est un parcours qui fait que moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement plutôt de dirigeant. Ce qui m'a sauvé un petit peu en tant que petit garçon, c'est le monde de la montagne parce que j'étais pas trop mauvais et que j'ai eu la chance de connaître notamment des guides de haute montagne pour lesquels j'avais beaucoup d'affection et qui ont eu un regard toujours positif sur moi. Et quand tu partages des aventures en montagne, l'humain est primordial dans une Mmh, cordée. Le ouais, monde de la finance et l'artificialiser, enfin, ça se dit pas, la superficialité de ce monde-là n'a aucun sens. On est dans un monde en montagne où on est obligé d'être humble, sinon de toute manière la montagne est ouais. bien plus forte. Et donc tout ça pour te dire que moi c'est un truc qui m'a toujours animé. Je pense que quand j'ai accepté d'être président du CJD à Lyon il y a quelques années, j'étais encore dans une énergie un peu naïve et je voulais un peu sauver le monde entre Mmh, guillemets.
J'ai vite compris que faire de la politique, je savais mettre un costume, mais que c'était permanence du compromis et qu'il y a des gens bien plus doués que moi pour ce genre de choses et que ce qui m'animait le plus, c'était peut-être de faire en sorte que mon propre écosystème, ça soit pas parfait, mais tende vers quelque chose de chouette. Et aujourd'hui, une de mes Mmh. plus belles fiertés, c'est aujourd'hui on dit que beaucoup c'est difficile de recruter des femmes de chambre ou des valets de chambre. Moi, j'en ai 16 aujourd'hui. C'est tous des salariés en interne. On a dégagé toutes les entreprises sous-traitantes qui étaient dans les acquisitions qu'on a pu faire parce qu'on ne sait pas travailler avec des en Mmh. sous-traitance. Moi, mon métier, que je dis régulièrement, c'est que si on va essorer l'élément fondamental, un des éléments qui est essentiel, c'est l'hygiène. Et je ne vois pas comment on Mmh. peut sous-traiter quelque chose de fondamental. Pour moi, c'est impossible, mais ça n'appartient qu'à Je moi. comprends. Mais pour moi, c'est impossible. Et donc, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que quand j'ai des regards avec des gens dans un des métiers les plus difficiles qui existent dans notre profession, qui me disent en plein confinement, Loïc, vous nous payez correctement, on a des primes, en gros, on n'a aucun intérêt financier à venir travailler en plein Covid, et qui me disent on veut venir parce que la communauté nous manque, bah pour moi, j'ai tout gagné. Quand aujourd'hui, je n'ai jamais connu une difficulté de recrutement dans mon métier, malgré tout ce qu'on a pu entendre. Je me dis que bah, quelque part, on n'est pas si mal. Quand j'ai des taux de fidélité, même chez des femmes de chambre, alors elle est partie à la retraite, mais plus de 40 ans d'ancienneté, et qu'aujourd'hui, ma moyenne d'ancienneté sur les personnes voilà, il y en a qui viennent d'arriver, mais globalement, on a des femmes de chambre, j'en ai au moins 5 ou 6 qui ont plus de 14 ans d'ancienneté. C'est pas que du hasard, c'est que quelque part, Eh oui. euh, on anime une communauté qui est heureuse de venir travailler. Aujourd'hui, ça paraît peut-être un petit peu surprenant de dire ça, mais ils sont heureux de venir travailler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que des moments plaisants, mais Mmh. globalement, voilà. Et donc moi, c'est ce qui m'anime. Et effectivement, je ne sais faire mon métier qu'avec ce spectre-là. Et si je suis aussi, parce que les gens pourraient dire, ah, il est gentil, il veut faire que le beau. Non, je suis pas du tout un naïf. Faut pas oublier une chose. Si je suis très, très, très factuel et business, j'ai deux solutions. Mon métier, c'est de mettre de l'âme dans mes établissements. D'accord? Moi, c'est ça ce qui m'anime. Moi, je suis pas. Mmh. L'autre jour, on a eu une super vidéo de l'Intercontinental à Lyon. Et puis, en parallèle, il y avait la mienne, parce qu'on intervenait ensemble sur un événement. Les deux vidéos étaient parfaites. Il y en a une, c'est James Bond. Voilà, belle voiture, belle femme, beau bonhomme. Et franchement, c'était beau. J'ai aucune critique à apporter. Et de l'autre côté, moi, c'était un joyeux bordel, entre guillemets. Mais il y avait une âme différente. Bah, moi, j'ai choisi ce luxe-là, qui m'appartient, qui est Mmh. le luxe que j'aime quand j'arrive dans un refuge en montagne, qui est avec de la propreté, avec autre chose. Mais c'est cette hospitalité-là qui me plaît, plus que le côté un peu plus luxueux, un peu plus froid de certains palaces qui, moi, me correspondent un Oui. peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un de mieux que l'autre, mais je sais mieux piloter celui-là. Et donc, très clairement, pour mettre cette âme, il y a deux solutions. Soit je suis au quotidien dans mes entreprises et je suis derrière la réception, soit je fais en sorte que mes équipes soient fidèles, s'imprègnent du projet et du coup acceptent quelque chose qui est encore malheureusement, je le déplore fortement, et si jamais je dis des bêtises, bah, je demande à ce que Vatel, Bocuse et autres viennent me taper sur les doigts, mais malheureusement, je l'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Je me bats contre cette phrase que je trouve détestable dans notre métier. Quand on apprend aux gamins, tu mets un costume et tu rentres en scène. Mmh. On interdit quelque chose qui me semble essentiel, c'est de travailler l'authenticité. Voilà. Et donc, moi, ce que je cherche, c'est à ce que mes équipes soient authentiques dans mon établissement, dans mes établissements. Et à partir de ce moment-là, bah, derrière, il y a la relation. Et quand on dit qu'il y a la relation, il y a une notion aussi importante que l'âme, pour moi, qui est l'enchantement. Mais l'enchantement dans le bon sens du terme. Pas l'enchantement, j'en mets plein la vue. Mmh. L'enchantement, je suis reconnu humainement. Voilà. Inutile de dire, les auditeurs ici, ils sont habitués, que ce discours fait beaucoup écho en moi. Ce sont des mots et des sujets que j'aborde très, très souvent. Hem, hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné,
Faites-le, vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer, de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'il est incarné à très haut niveau de décision de l'entreprise, donc on peut s'imaginer, et tu l'as bien décrit, que ça infuse dans toutes les strates. Je me demandais dans ton management, enfin donc toi tu es l'entrepreneur derrière, est-ce que c'est toi qui dirige tes hôtels ou est-ce que tu as un directeur par hôtel ou peut-être un directeur pour les 3 hôtels? Comment ça fonctionne? Je suis passé par plein de phases. D'abord, au début, c'était moi qui faisais tout. Pour le coup, mes chers investisseurs financiers, pour lesquels j'ai pas que un regard positif, tu l'auras compris, mais m'ont dit une fois, un élément assez intéressant. J'avais prévu de me développer un petit peu dans une logique régionale et ils m'avaient dit: «Loïc, tu es encore trop petit et fais gaffe à la proximité, c'est quand même un élément essentiel». Donc j'étais tout seul à la tête à un moment donné, j'ai fait monter des gens en compétences, on s'est développé, parce que, bah, l'inconvénient d'avoir aussi une entreprise avec un taux de fidélité important, c'est que les gens il y a du turnover, mais je veux dire, du coup, tu sabres moins, tu es Mmh. aussi dans l'humain. C'est pas toujours facile de piloter une entreprise dans laquelle il y a de l'affect Oui. et donc du coup, bah, j'ai mis des personnes à des places qui étaient peut-être pas forcément au bon niveau, ni rien. Donc j'ai eu à un moment donné une responsable par établissement et puis, on a été c'est comme souvent, c'est dans les tensions qu'on génère du vrai changement. Fin 2022, on a été vraiment dans le Covid économique, hein, c'est-à-dire que les banques, ont vraiment été des enfoirés de première puisqu'ils nous ont tous verrouillé nos accès à nos prêts Mmh. en nous mettant, en nous blacklistant dans les comités d'engagement et c'est ce qui m'a valu, une grosse tension avec mes investisseurs parce que j'ai osé le dire en public que c'était scandaleux et que le PGE était un prêt à la consommation, garanti à 90 par l'État. Donc la banque a rien fait à ce moment-là et là où on les Mmh. attendait, c'était en sortie Covid et là, surtout, on prête rien, on attend de voir ceux qui résistent et on prêtera à ceux qui résistent. Il s'avère que j'en fais partie, mais pendant un an, on nous a tout verrouillé, on nous a laissé nous Mmh. démerder tout seuls. Donc moi, bah, il fallait bien, là pour le coup, dans la tension, j'ai restructuré ma boîte et à partir de ce moment-là, j'ai mis une seule responsable d'exploitation pour l'ensemble des établissements et j'ai capitalisé sur le fait que tous mes établissements sont à 10 minutes à pied les uns des autres. Donc Mmh. ça a beaucoup plus de sens effectivement et c'est vachement plus vertueux. Et du coup, moi, c'est en plus une jeune fille jeune femme qui est là depuis longtemps, qui est partie, qui est revenue, elle qui a grandi en même temps que moi et qui est quelqu'un avec lequel je m'entends bien. Et du coup, c'est encore plus facile pour moi pour trouver ma juste place, de me retirer tout en passant les bons messages, ce qui est jamais Mmh. bien évident. Complètement et alors je suis assez tranché là-dessus, j'en parle dans des épisodes solo notamment, tu vois? Sur le propriétaire et le dirigeant. Je suis assez convaincu qu'on peut, surtout à un certain niveau que tu as largement atteint, on peut difficilement être et le propriétaire et le directeur opérationnel d'un établissement. Tu es un peu, jugé parti, c'est très compliqué, de manager correctement et puis c'est 2 métiers, finalement différents et toi on l'a entendu avec toute la première partie ce que tu expliquais. Il y a un rôle financier, il y a un rôle de développement, il y a le rôle du visionnaire et derrière, il faut des personnes pour appliquer cette vision et la transmettre et tu peux pas faire tout faire. Ça perdrait en qualité puis en plus, tu as une énergie qui, j'imagine, est quand même limitée, donc tu peux pas te démultiplier finalement. Oui, oui et non, c'est oui, 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 tout à fait. Dans la théorie, c'est celle-là. Après, moi, je m'interdis pas. Alors aujourd'hui, beaucoup moins, parce que j'ai la bonne personne avec moi aussi, hein. Mmh. Mais voilà, mais par contre, j'ai un lien maintenant assez étroit avec elle, qui me permet de lui passer des messages, d'avancer très clairement. J'anime tout mon comité de direction toutes les semaines et voilà. Mais par contre, toi, typiquement, j'ai une réunion opérationnelle, une fois par semaine. Celle-ci, ça fait maintenant 2 ans que moi, je n'interviens plus. Je viens faire des réunions ce qu'on appelle de maison. C'est-à-dire qu'une fois par trimestre, grosso modo, je viens et à ces réunions-là, parce qu'ils ont besoin de me voir et on échange et je repasse quelques messages et on avance. Mais par contre, je peux pas être présent en même temps qu'elle dans les réunions de la semaine parce qu'à un moment donné, pour moi, c'est trop dur de pas intervenir. Elle est pas la même, elle prend pas sa juste place et ça marche pas, quoi. Et oui, ouais, on se sape, tu sapes un peu l'autorité. Hem, donc j'entends, beaucoup enfin, tu disais, tu peux faire monter quelqu'un en compétence, sur laquelle tu peux t'appuyer aujourd'hui. Moi, la question que je me pose, c'est toi, comment tu montes en compétence? Comment est-ce que tu progresses en tant qu'humain, en tant que dirigeant aujourd'hui, à ton niveau de poste?
Alors moi, si je regarde un peu dans le rétro, depuis 25 ans, j'ai quasiment toujours été accompagné. Donc, soit par du coaching classique. Aujourd'hui, bon, le Mmh. problème, c'est qu'il y a un peu un tout et n'importe quoi dans des coachs. Puis moi, j'ai grandi, donc c'est pas du tout me la péter, mais des mecs qui me challenge, bah, il faut les chercher, quoi, parce que j'ai un peu Mmh. de bouteille là-dessus. Des psys, voilà. Moi, j'ai pas honte de Ouais, dire que j'ai besoin d'avoir super. des gens là-dessus. Typiquement, j'ai une personne, moi j'ai un numéro vert, hein, même dans l'entreprise, avec une psy pour tous les salariés. Voilà, parce que le fait qu'on travaille dans l'humain, de temps en temps, on a pu faire des erreurs, aller trop loin. Donc aujourd'hui, on ne va pas trop loin. Et s'il y a un problème, il y a un numéro à la dispo de tous les salariés que l'entreprise finance. Donc moi, je continue à me former là-dedans. Je fais, en ce moment, je suis plus dans de la préparation mentale, Mmh. comme des sportifs de haut niveau, beaucoup de méditation et d'éléments de ce type-là. Et puis moi, j'ai un mode de vie un petit peu atypique et qui est pas toujours valorisé à sa juste valeur. Moi, voilà, je pars beaucoup en montagne. Depuis 3 ans maintenant, je fais des expés même très longues. Là, je me prépare pour partir faire un sommet à plus de 7000 au Népal. Et donc, ça Mmh. veut dire que pendant un mois, non seulement je suis pas disponible, mais je suis complètement déconnecté de mon entreprise. Eh oui. Alors, je la gère pour que ça fonctionne, que je puisse, voilà, au retour, un mois, c'est que dalle, en fin de compte. Mmh. Et c'est à chaque fois excessivement riche avec mes équipes parce que ça se travaille, hein. Le départ se travaille, le retour se Eh oui. travaille et on pose des choses. Les seuls qui n'ont jamais compris ça, c'est les financiers, Mmh. pour plein d'autres raisons. Mais ça leur appartient et j'ai plus de sujet avec ça. Mais moi, en tout cas, c'est des éléments excessivement forts. C'est pas simple. J'ai Mmh. discuté avec un cadre dirigeant qui me dit, bah, tu sais, moi, je prends pas plus de 10 jours parce que c'est trop difficile pour moi de revenir après. Je Ouais. dis, ouais, mais je le sais, j'assume dire que d'abord, c'est pas des vacances pour moi. C'est un vrai plaisir, mais c'est pas des vacances. Et c'est vachement difficile de lâcher. C'est vachement difficile de Mmh. revenir. Voilà. Donc, Mmh. euh, donc voilà comment je grandis par rapport à ça, comment je mets en responsabilité mes équipes et comment on travaille la vraie confiance. Voilà. Mmh. Et pas juste un bout de papier, quoi. Ça paraît, paradoxal au début et quand on creuse un petit peu avec toi, on se dit: «En fait, c'est complètement, évident», mais en effet, le fait de partir est réellement injoignable. Ça met les équipes face à leurs responsabilités. Il y a plus de le hic derrière, au cas où. Donc ça montre en effet que tu leur fais suffisamment confiance pour partir un mois. Toi, ça te remet beaucoup en question aussi en tant que personne et en plus, quand tu pars, bah, tu as toute cette réflexion. Alors moi, je fais de la montagne aussi, jamais jusqu'à 7000, mais étant d'origine grenobloise, j'ai beaucoup pratiqué aussi. Hem, tu as un sentiment de déconnexion que tu as nulle part ailleurs. Ou même si tu veux prendre ton téléphone, dans tous les cas, ça ne fonctionne pas, et où tu marches pendant des heures et que tu le veuilles ou non, tu médites aussi et ça te permet vraiment de progresser, je trouve, je sais pas si on peut dire intellectuellement ou spirituellement, mais quand tu reviens, tu es plus vraiment le même, homme ou femme. Donc je pense que ça aussi, ça impacte, bah, ton leadership et ta personne probablement. Oui, indéniablement. Je te raconte juste une anecdote très rapide. Il y a au moment de l'ouverture du resto, donc c'était septembre 2018, c'était le bordel, hein, l'histoire elle est un peu chaotique, hein. Je dois m'associer avec quelqu'un qui vient avec un chef, finalement on s'associe pas. Je me retrouve avec un investissement lourd, j'y connais rien en restauration et je me retrouve à piloter, le seul prud'homme que j'ai eu à gérer, un chef complètement foutraque. Et bref, donc c'est chaud patate quand même et ça, c'était ouverture septembre et en novembre, alors c'était pas 4 semaines, mais je partais 2 semaines en Sibérie et je dis aux équipes: «Voilà, c'est impossible que je parte, c'est pas possible» et compagnie. Puis elles m'ont chopé, elles m'ont dit: «Écoutez Loïc, si vous partez pas, c'est que vous nous faites pas confiance. Donc Nickel. faites comme vous voulez». J'étais: «OK, d'accord». Bon, bah, je suis parti et ça s'est bien passé. Et oui. Mais c'est vraiment le bon message, je pense et c'est une erreur de beaucoup de propriétaires. C'est pour ça que je te parlais de ce double rôle propriétaire-dirigeant, de croire qu'ils sont indispensables et parfois, justement, quand on fait plus confiance aux équipes, c'est là qu'elles se, révèlent, qu'elles se développent donc et ton entreprise en est la preuve et la fidélité qu'il y a dans tes équipes aussi en est la preuve. Clairement. C'est extrêmement intéressant sur plein d'aspects. Une dernière petite question, alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé parce qu'on a eu, Occo qui l'est également et co et également, les Fontaines Castali, qui est entreprise à mission. Mais toi, je crois que tu es le premier gros hôtelier à l'être devenu. Hem, Pourquoi ce choix?
Ça représente quoi? Et peut-être, je sais pas s'il y a des difficultés particulières, pour le devenir? Alors, oui, je suis le premier. Avant Occo, je leur ai Ouais. gentiment dit un jour, et ils n'ont pas bien apprécié. Je dis: «Bah, c'est comme ça, regardez les dates». Non, plaisanterie mise à part, c'est pas très grave. J'en fais surtout pas un élément marketing. En fait, comment ça en est venu et pourquoi j'ai fait ça? Moi, en 2018, donc de 17, ouais, juin 2018, donc j'ouvre mes portes aux petites cantines. Les Mmh. petites cantines, c'est un resto, solidaire. L'objectif est de recréer du lien dans les quartiers en faisant en sorte que les habitants fassent à manger pour d'autres habitants, d'accord? Sur un prix libre. Et par opportunité, la fondatrice que j'aime beaucoup, Diane Dupré-Latour, on se connaissait pas à l'époque, elle cherche un lieu, je lui dis, elle avait jamais pensé à un hôtel. Je dis, bah écoute, ma salle de petit-déj, elle est inutilisée entre 9h et 18h, enfin, et le lendemain 6h, pardon. Je demande au proprio s'il est OK et on y va. Et donc, bingo, on fonce. Sauf que c'est une économie sociale et solidaire, d'accord? Donc c'est vraiment ce modèle un petit peu atypique, quand même un peu subventionné, quand même un peu particulier. Et moi, je suis convaincu, je suis pécousé à l'esprit du Centre des jeunes dirigeants, mais pas que. Il y a une journaliste de France Inter un jour qui m'avait dit, mais vous êtes en fait un dirigeant, non pas utopiste, mais idéaliste et humaniste. J'avais trouvé ça un peu présomptueux, mais aujourd'hui je l'assume. Et, et pour moi, l'entreprise, alors on n'est peut-être pas la majorité, mais je suis convaincu qu'il y en a beaucoup. C'est une entreprise, ça doit être avant tout humaniste. C'est avant tout un Mmh. des maillons de notre République. C'est avant tout, on est des soldats de l'ombre et c'est nous qui faisons du lien dans la nation. C'est ma vision. Ouais. Il y a plus de repères aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale ou très peu. La religion, c'est un petit peu extrémiste et communautaire. Donc on peut faire partie, en tout cas j'aime à penser ça, comme un lieu de référence. Et, euh, et donc, j'en avais un petit peu marre d'entendre, avec ces économies sociales et solidaires, que eux, c'était des organismes humains, et nous, par opposition, du coup, on ne l'était pas. Mmh. Et je voyais certains de leurs comportements. Je disais, ah, vous êtes des cocos, vous êtes gentils, mais moi, si je fais ça sous prétexte de bénévolat, sous prétexte d'humain, tu sais, c'est comme les startups. Pendant 3 ans, les mecs, on sait qu'ils peuvent faire bosser les équipes sans les Ouais. payer parce qu'ils vont soi-disant sauver le monde. Là, c'est pire. Mmh. C'est non seulement c'est la même logique que le startup, mais en plus en disant tu vas sauver l'homme et la femme qui est devant toi. Donc Ouais. tu rajoutes donc du coup ils avaient sans même s'en rendre compte. Attention, c'est pas leur intention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ils ont pu avoir des comportements managériaux, mais hallucinants quoi, d'une violence et d'une Mmh. dureté terrible. Et donc moi, je me disais, c'est quand même incroyable, quoi. On a une entreprise humaine et haute, et on a l'impression que ça a été chopé par cette logique de l'ESS. Et donc quand j'ai vu passer ce statut d'entreprise à mission, j'ai dit, OK, ça peut être un coup marketing fake un peu à la mode, ouais, j'ai pas envie de donner de nom, mais Danone ou autre, on peut quand même se poser quelques questions. Mmh. Et en même temps, je me suis dit, bah, il faut savoir peut-être prendre le taureau par les cornes et y aller. L'enjeu, il est où? Il est quand même assez minime. Il faut se le dire clairement. Si demain, ça marche pas, j'ai aucune amende, j'ai rien, j'arrête mon statut, et c'est fini. J'ai payé quelques Mmh. frais d'avocat, quelques éléments. Aujourd'hui, j'ai eu un engagement fort parce que j'ai pris un cabinet extérieur pour que ça soit bien propre, que ce soit pas une raison d'être qui sorte du chapeau, que ça soit que moi qui le fasse. Donc, on a fait un vrai travail avec nos clients, avec les salariés, avec des parties prenantes. La semaine prochaine, j'ai mon comité de suivi. J'ai 10 entrepreneurs autour de moi qui travaillent notre rôle sociétal. Et j'ai voulu que ça soit pas un truc à côté, mais vraiment au sein de la colonne vertébrale. Donc, c'est comme ça qu'on a créé la marque Les Aubergistes Lyonnais et Citoyens pour parler de l'entreprise à mission. Donc, c'est au cœur. Et ma plus grande fierté, c'est que 95% des actions qu'on challenge pour le compte de l'entreprise à mission, c'était déjà présent dans l'entreprise. Donc, ça m'a juste permis de faire en sorte d'en parler aussi bien en interne qu'en externe Mmh. et de aussi m'imposer certaines choses. Je viens de passer une année excessivement violente dans un combat avec des financiers et très sincèrement, en étant très honnête, je n'ai pas ce statut, je le mets un peu de côté, Mmh. je continue à être une entreprise humaine, mais je me prends pas trop la tête là. J'ai quand même des obligations, hein, parce qu'il y a des audits à faire réguliers et tout. Et le fait d'être un peu dans un cadre légal, d'en avoir Mmh. parlé un peu officiellement, fait que quand même ça oblige. Et Et bien donc c'est sûr. pas mal aussi d'avoir des éléments de contrainte pour continuer un petit peu là-dedans, parce que très sincèrement, le monde de la finance et nos amis banquiers, ils en ont strictement rien à caguer. Donc clairement, le fait que je sois entreprise à mission ne te donne aucun avantage pour obtenir des prêts, aucun. Donc ce monde-là,
je pourrais commencer à me dire qu'ils ont une vraie volonté de changement le jour Ouais. où au moins 30% des critères d'obtention d'un prêt sont des éléments de ce type-là. Mmh. Aujourd'hui, ils peuvent en raconter, ils vont aider 3-4 fondations et 3-4 associations, l'histoire de pouvoir communiquer sur leur côté vertueux et humain, mais dans les faits, non, non, il faut pas se leurrer, c'est le cancer de notre métier et c'est le cancer de notre société. Je sais qu'en disant ça, c'est pas politiquement correct et Non, qu'une mais fois c'est de très plus, je bien. vais me faire taper sur les doigts, mais je le pense profondément et voilà. Mais je suis surtout très content de l'entendre, de la part d'un dirigeant, sans bullshit. Le cancer, peut-être, pourquoi pas, moi je suis prêt à assumer ce genre de termes sur ce podcast aussi. Hem et les exemples que tu cites, ils sont très marquants. En effet, ça n'engage pas l'hôtelier ou quelconque entrepreneur à aller encore plus dans cette voie s'il est pas soutenu par la banque, si, ses actions, sociales ou écologiques sont pas d'autant plus soutenues. Et j'imagine que tu as dû vivre parfois dans ton parcours des grands moments de solitude justement dans ton combat, si tu n'as pas le soutien de ces personnes-là. L'idée c'est pas, de creuser encore plus là-dessus, on a bien compris, la logique, mais je pense que, toutes les personnes qui nous entendent, bah, ça fait passer des bons messages qu'en fait ça existe aussi des entrepreneurs, des dirigeants qui ont cette vision-là, qu'il y a aussi pas que la vision, mais il y a parfois des blocages. Il y en a, j'imagine, plein derrière toi, qui n'ont pas ce niveau d'engagement, mais qui aimeraient quand même y aller, mais qui se freinent face au blocage, face au rempart que toi tu as dû traverser pour aller là. Et donc c'est aussi un peu un message de un peu d'espoir ou de courage de dire en fait on peut continuer, on peut passer au-delà de ça et finalement regardez, on arrive même à faire une entreprise vertueuse et fructueuse. Avec une extrême vigilance. Mm. Moi, je donne des cours dans un master d'entrepreneuriat et on me demande de travailler sur la posture du dirigeant. Heu, il faut vraiment différencier la notion, l'entrepreneuriat, c'est pas un statut social, d'accord? C'est un état d'esprit. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai une conviction profonde, c'est la logique de l'alignement est indispensable. Quand, bientôt il y a le départ du Vendée Globe, quand on voit ces mecs qui partent pendant, 2 mois autour du monde dans des bateaux, qui sont, juste invivables, hein, c'est un truc de carbone. Moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience l'année dernière, de partir pendant 6 semaines sur un bateau, de course, enfin vieux bateau de course et de faire des traversées de plus de 11 jours, dans des conditions relativement extrêmes, c'est pire que ce que j'ai vécu en montagne. C'est assez Mmh. particulier. Donc ces mecs-là, pourtant, ils sont alignés, ils sont préparés pour ça et quelque part, ce qui, pour moi, me paraît surhumain, pour eux, ça ne veut pas dire qu'il y a pas des moments de difficulté, mais c'est quelque chose qui est aligné avec leur personne. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est pareil. Ce que je vis, je le vis bien. Il y a des moments durs, hein. Moi, j'assume dire que l'année dernière, j'ai pleuré, mais j'aime ça. J'aime la solitude. Je suis quelqu'un qui est comme ça. Je travaille en collectif, mais j'aime aussi prendre des décisions. Mon rêve est d'être un premier de cordée. Eh ben, je le suis pas en montagne, mais je le suis dans ma vie d'entrepreneur et j'aime ça. J'aime prendre Ouais. des décisions, j'aime assumer, j'aime être dans cette notion-là et je suis aligné. Donc, quelqu'un qui n'aime pas, qui n'a pas l'état d'esprit que j'ai, ma journée est un calvaire pour eux. Mmh. À l'inverse, moi, tu me mets, et je porte pas de jugement négatif quand je dis ça, dans la fonction publique ou en tant que prof ou dans d'autres postures, eh ben, certainement que je pèterai un plomb. Bien Non sûr. pas parce que, mais c'est juste que je suis pas aligné, je supporterai pas ce quotidien-là. Donc voilà, oui, il faut oser y aller, mais attention à ce que on soit bien aligné parce qu'en France, enfin en France, oui, il y a une logique un petit peu, les émissions de télé et autres, où en gros, tu fonctionnaire, t'es de la merde, t'es Ouais. entrepreneur, t'es un super héros. Je trouve que ça peut être très dangereux. Ouais. Il y a Voilà. quelques subtilités à comprendre en Ouais, chemin. Hem, exactement. c'est super intéressant et on a fait un beau tour de tout ça. Merci pour, tous ces partages. C'est le moment d'un petit jeu un peu plus léger que nos précédentes, conversations. Je te propose de jouer à mots-clés contre bénéfices. Je te redonne les règles. Donc sur ce podcast, tu partages un mot-clé qui, s'il est utilisé par un de mes auditeurs, soit en commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou YouTube, en échange, il bénéficie d'un bénéfice de ta part. Et la parole est à toi pour le choix du mot-clé. Alors, ce n'est pas l'aubergiste, mais c'est l'auberger. L'auberger, OK. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent s'ils écrivent l'auberger sur une des plateformes que j'ai citées? Eh bien, il faut l'annoncer tout de suite? Il faut l'annoncer tout de suite puisqu'il faut qu'ils aient envie d'aller mettre ce mot.
D'accord. Eh bien, je pense que ma plus forte valeur ajoutée, c'est pas mes établissements, même si je pourrais laisser, un repas, sans aucun problème pour Mmh. 2 personnes, mais ça, je le ferai en fonction de la qualité de l'échange que j'aurai avec l'auditeur. Super. Ce qui m'intéresserait plus, c'est que j'offre ma qualité d'écoute pour un projet entrepreneurial ou pour, un échange, sur, ce qu'on a envie de faire dans ce monde de l'entrepreneuriat. Venez avec Donc votre, plus beau pitch. je laisse, voilà, j'ai la chance de savoir un peu accompagner ce genre de projet, donc Mmh. je consacrerai, 2-3-4 heures de mon temps, Waouh! à, l'homme ou la femme qui, souhaite, avoir un échange avec moi. Mmh Voilà et c'est et énorme, le c'est énorme. Donc ils pourront échanger avec l'auberger, pendant quelques heures. Merci pour tout ce partage, c'est extrêmement, généreux de ta part de donner de ton temps. On sait qu'il est précieux. C'est l'heure de passer à mes questions signature. Je te pose la première. Si tu pouvais revenir en arrière, faire un voyage dans le temps, un moment décidé de ta carrière ou de ta vie, est-ce que tu ferais ce voyage et si oui, qu'est-ce que tu ferais différemment? absolument rien. OK, parfait. Aucun changement, on reste comme ça. Rien, ouais. Tout est imparfait, mais tout me convient. Mmh, ça me va. As-tu, une recommandation de lecture qui peut être liée ou pas du tout à tout ce qu'on a dit? J'en ai 2. J'en ai une qui est juste parce que c'est je demande pas aux gens de le relire, mais moi, ça me marque. C'était Premier de cordée qui était mon livre de chevet gamin. J'ai relu pendant le confinement. J'ai eu la chance de rencontrer Frison Roche, étant gamin et en plus, j'avais oublié que c'était une histoire d'un gamin qui alternait entre la montagne et le monde de l'hôtellerie, d'où, ce que le nom que m'a donné un jour une copine qui a voulu dire l'aubergiste et qui s'est trompée et qui m'a dit: «Bah, en fait, tu es l'auberger, tu es un mélange d'aubergiste et de berger». Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a plu et ma marque personnelle, sur lequel j'ai écrit un bouquin et autres, c'est cette partie-là. Mmh. Et le deuxième, parce que ça a été, mais je suis incapable de me souvenir c'est un auteur japonais, ça s'appelle Âme brisée, qui est un super bouquin que j'ai adoré, qui a été une vraie émotion littéraire sur la logique des âmes, et j'ai beaucoup apprécié ça. C'est un Mmh. japonais qui a écrit, vous retrouverez certainement tout ça Ouais. On en mettra tous ligne les sans liens en problème. description de toute façon, donc c'est facile à cliquer directement en dessous du podcast et j'en profite, j'ai créé une bibliothèque des invités, donc dans laquelle je mets toutes les références de tous mes invités, tous les livres. Elle est accessible aussi en un clic en description. Tu peux nous redonner le nom de ton livre à toi pour ceux qui voudraient le retrouver? Alors, tu vois, c'est pas c'est pas courant. On l'a balancé aux éditeurs au mois de juillet. Bah, là, j'ai un contrat qui m'est tombé dessus. Donc le titre sera certainement pas définitif. Donc aujourd'hui, je peux pas forcément OK. l'évoquer. Si j'y pense, je te le Ouais transmettrai, dès que je l'ai. et Mais je on le est en mets. train juste là, on a 3-4 éditeurs qui sont intéressés, donc on est en train de regarder cette partie-là et je pense qu'il est possible que le titre change en fonction des éditeurs, quoi. OK, une date de sortie? Bah, certainement à l'automne, je pense. Parfait. Notre épisode, il devrait sortir, tu vois, sur les coups de novembre, donc on sera à peu près dans les clous. Il y aura moins de temps à attendre pour les auditeurs et d'ici là, tu m'auras partagé le titre, donc j'espère pouvoir le mettre en description. Dans cette même dynamique ou une autre, est-ce que tu as une citation favorite ou peut-être un mantra que tu te répètes en montagne ou au boulot? J'en ai un et pour l'instant, c'est le titre de mon livre, c'est «Ose, sois acteur et démerde-toi». Voilà. C'est très bien. En effet, ça marche, au boulot, en montagne et partout. Hem, Après toi, pour nous parler de tous ces nombreux sujets, qui aimerais-tu voir et entendre sur Hospitality Insiders? Ouais, il peut y avoir un mec sympa, tu me prends un peu au dépourvu, mais un mec que j'aime bien dans son parcours, c'est Alain Millat, des jus de fruits Alain Millat. Ouais, je l'ai déjà Voilà. entendu en podcast en plus, super. Je sais pas si tu le connais, mais si tu me mets en lien avec lui, je serais ravi de l'inviter sur mon podcast. Ouais, Alain, enfin, en tout cas, je le connais, ouais. On Avec plaisir s'apprécie alors, bien, en tout cas. avec joie. Quelqu'un qui souhaiterait continuer ces échanges et pourquoi pas profiter de ton temps dans le cadre de ce que tu as proposé, quel est le meilleur moyen de te contacter? Par mail, voilà, mon mail, il passe par toi ou je sais pas comment tu fonctionnes, Ouais, mais moi, à l'écrit, je suis plus réactif que par, téléphone. parfait. Si ça te va, Mmh. je peux même le mettre en description. Ça permet d'avoir un lien direct. Ouais, pas de souci, ouais. Mmh. Avec plaisir. Et enfin, mon cher Loïc, c'est l'heure du mot de la fin. C'est le dernier message, qu'on va pouvoir faire passer à nos insiders qui nous écoutent. Le seul moment aussi de l'épisode où je ne rebondirai pas. Donc si tu as un tout dernier message en plus du reste à faire passer
à nos auditeurs, quel serait-il? Heu, de jamais, si tiens, il y a un petit truc. Heu, je vais être provocateur et peut-être à contre-courant, arrêtez de vous faire chier avec le sens, avancez et puis vous regarderez dans le rétro un jour et puis vous donnerez du sens à ce que vous avez fait, quoi. Voilà, j'en ai marre un petit peu de ce moment, de cette société un peu culpabilisante. Je suis pas climato-sceptique, je suis entièrement à fond là-dedans et compagnie, mais notamment pour les jeunes, oser aussi quelque chose qui est important avec le bon curseur qui s'appelle le plaisir. Et puis avançons et on verra bien ce qui se passe.